Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Aude Viau, la cofondatrice de Smala, une marketplace spécialisée dans la seconde main pour enfants. Vous le savez peut-être, je suis récemment devenue maman. Évidemment, avant d'avoir ma fille, j'avais en tête que les enfants grandissaient vite et qu'il fallait régulièrement racheter des vêtements. Mais le vivre, c'est encore autre chose. Ma fille a porté certains vêtements une quinzaine de jours seulement avant qu'ils ne soient trop petits. Alors forcément, j'ai tout de suite opté pour de la seconde main, aussi bien pour des raisons écologiques qu'économiques. Alors quelles sont les spécificités de la mode pour enfants ? Les vêtements de fast fashion peuvent-ils se revendre en seconde main ? Pourquoi la couleur bleue est-elle encore trop réservée aux garçons et le rose aux filles ? Avec Aude, nous avons parlé de la logistique derrière un site de seconde main, de leurs engagements auprès d'associations et de foot dans la cour de récré. Merci à Smala de soutenir Nouveau Modèle et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, merci beaucoup de prendre du temps pour cet enregistrement. Alors on va commencer cet épisode avec quelques questions personnelles. Tu as co-créé Il était plusieurs fois qui est devenu Smala, mais on va revenir sur ce changement de nom. C'était en 2016. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette entreprise ? Surtout qu'en 2016, on peut dire que la seconde main n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Bonjour Chloé. Alors en effet, la seconde main en 2016, on n'en parlait pas du tout. La seconde main, c'était les vide-greniers, c'était les plateformes entre particuliers. Et justement, en fait, donc j'ai co-créé Smala X. Il était plusieurs fois. Parce que concrètement, on cherchait des vêtements donc avec mon associé de seconde main à l'époque parce que clairement on n'avait pas envie de dépenser des fortunes pour habiller nos enfants. Moi, aujourd'hui j'ai 3 enfants et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc les vide-greniers avec tous ces piles de fringues entalées, moitié tu sais pas trop si c'est propre, si c'est sale. Voilà, le Bon Coin ou les autres plateformes comme ça qui sont super bien faites, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu compliqué, fallait se déplacer, on savait pas trop ce qu'on allait acheter et ça donnait pas forcément envie et donc on s'est vraiment dit il y a quelque chose à faire pour apporter à la fois de la qualité à l'achat et à la vente de vêtements pour ses enfants et de la simplicité. Et donc on a vraiment voulu apporter donc ces 2 points avec énormément de plaisir d'achat, de consommer de la seconde main et revaloriser finalement les pièces de seconde main pour que finalement on ait autant plaisir à acheter de la seconde main que du neuf. Donc c'est vraiment ça, c'est ça qui nous a poussé à créer Smala. Ok. Et c'est vrai qu'en 2016, donc on le disait, on parlait pas de seconde main, même toutes les questions de responsabilité dans l'industrie textile, les problématiques sociales, environnementales, clairement on n'en était pas au point d'aujourd'hui en fait. Et quelles ont été les difficultés un petit peu pour créer une entreprise engagée alors que les mentalités n'étaient peut-être pas à ce même stade de prise de conscience ? Ouais. Alors en fait, les difficultés, c'était en effet de se lancer sur un marché qui n'était absolument pas mature. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'en fait, on avait à peine conscience finalement que ce marché n'était pas mature parce que en fait tout le monde nous disait c'est génial ce que vous faites, mais concrètement, si tu veux, les personnes trouvaient ça génial, mais n'achetaient pas forcément. Donc voilà, gros manque de maturité du marché et donc les difficultés qu'on a rencontrées, c'est des
difficultés. Il a fallu convaincre en fait, tu vois, les consommateurs, nos clients, notre communauté. Il a fallu convaincre les banques. Il a fallu convaincre des investisseurs. Tout ça sur nos convictions. Mais clairement, tu vois, c'était tout nouveau, donc il y avait très peu de chiffres sur le marché. Il y avait donc je dirais la principale difficulté, c'était de convaincre toutes ces personnes extérieures du bon sens de notre projet, que c'était l'avenir, qu'on avait vraiment cerné un véritable besoin. Je dirais que c'était ça la grosse difficulté à ce moment-là. Ouais. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile, qu'elles soient sociales ou environnementales? Ouais. Alors franchement, quand on s'est lancé en 2016, bien sûr qu'on se disait c'est dommage ces vêtements qui dorment dans les placards. C'est dommage d'acheter des vêtements tout neufs pour des enfants qui vont les porter 3 mois. Mais je pense que je prenais même pas conscience comme aujourd'hui des dérives, si tu veux. Ouais. En fait, au départ, clairement, c'était vraiment plus d'un point de vue économique qu'écologique. Je suis assez honnête. Bien sûr. Au départ, c'était vraiment peut-être plus le moteur numéro 1 de la création de Smala. Et puis en fait, petit à petit, justement, en travaillant tous les jours avec tous ces vêtements qui arrivaient, j'en ai pris conscience. Je pense encore plus peut-être un peu avant la plupart des gens, mais le Covid a été aussi un élément, un moment où on a tous pris conscience, beaucoup de gens ont pris conscience, et moi aussi, ça a été encore un peu plus fort à ce moment-là. Donc je pense que le Covid a été assez marquant, en tout cas pour moi. Ok. Et tu dis, on reçoit pas mal de vêtements. Tiens, par curiosité, vous recevez combien de vêtements? Alors, je sais pas comment vous comptez, par jour, par semaine, par mois. On compte par jour, par semaine, par mois, on compte tout le temps. On reçoit aujourd'hui, si tu veux, là, à la date aujourd'hui, on reçoit à peu près, entre 4 et 5 000 vêtements par jour. Ah oui. Ouais. D'accord. Oui, c'est là où on se rend compte quand même qu'il y a une sacrée consommation de vêtements, même pour les enfants. Mais de toute façon, on va parler un petit peu de tout ça, de cette mode pour enfants qui est quand même assez particulière. Et toi, comment tu parles d'engagement avec tes propres enfants? Alors, donc moi, j'ai 3 enfants qui ont 9, 7 et 3 ans. Donc, le discours est pas tout à fait le même en fonction de l'âge. Moi, concrètement, tu vois, mes enfants, c'est très naturel pour eux sur la consommation de vêtements de seconde main. En tout cas, c'est très naturel parce qu'ils sont habillés si tu veux, avoir des vêtements neufs. C'est très très rare. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'arrive avec quelque chose pour eux, ils me disent c'était. Je crois que ça c'était acquis. Ils retracent un peu la vie des enfants, c'est assez drôle. Donc pour eux, ça c'est tout à fait naturel. Après, je pense que je leur parle plus. En fait, c'est plus un échange qu'après l'école, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est incroyable comme ils sont sensibilisés aux gestes environnementaux, tu vois. Et même, ils m'apprennent plein de trucs. Mais tu vois, là, j'ai ma fille qui est en CE1. Elle a appris tout, le traitement des déchets. Je peux te dire que maintenant, elle mettra jamais un truc en plastique dans la poubelle. Tout venant, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, moi, je leur parle à travers l'école, en tout cas, beaucoup d'engagement, de ces engagements plutôt environnementaux. Après, nous, on a un gros engagement plutôt social avec, on en parlera peut-être plus tard, mais le soutien aux associations, etc. Ça, on en parle, tu vois, des moments forts de l'année, à Noël, tu vois, des moments plutôt comme ça où on est plutôt dans on essaie de faire des démarches pour donner des choses, des objets à des personnes qui en ont besoin, mais ils sont vraiment soutenus aussi par l'école, je trouve. Tu vois, l'école est hyper moteur là-dessus. Oui, t'es pas la première à me dire ça d'ailleurs, à me dire que finalement la jeune génération et même au niveau de l'éducation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer et c'est assez encourageant. Alors on va parler de votre changement de nom parce que c'est toujours intéressant quand une entreprise décide de changer de nom. Donc il était plusieurs fois été rebaptisé Smala. Pour quelle raison vous avez décidé de changer ce nom et qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette nouvelle identité?
Ouais. Alors en fait, ce nom, il a tout son sens. Il était plusieurs fois, mais c'était vraiment presque un boulet pour nous parce que d'un point de vue mémorisation, c'était compliqué. D'un point de vue graphisme, c'était très compliqué. C'était pas forcément, c'était impactant dans le sens, mais pas forcément quand on le dit. Donc ça faisait un moment vraiment qu'on voulait opérer ce changement de nom. Et donc on a vraiment démarré le projet en fin d'année dernière. Et le brief en fait qu'on avait, c'était changer de nom, mais aussi changer d'identité, changer de positionnement. Pourquoi ? Parce que notre mission chez Smala maintenant, c'est vraiment que l'occasion devienne un réflexe. Et ce qu'on veut, c'est que ça devienne surtout un réflexe pour tous. Donc on a voulu vraiment travailler la marque pour qu'elle soit la plus universelle, la plus inclusive que tout le monde puisse se retrouver dans la marque. Donc c'est pour ça qu'on a changé de nom et d'identité et de positionnement. Et voilà. Et Smala en fait, ça évoque pour nous, tu vois, la famille, la transmission, la vraie vie, quelque chose qui est assez joyeux, un peu un bazar, un joyeux bazar si tu veux. Et en fait, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe ici. Aussi dans notre entrepôt où tu reçois tous ces vêtements qui viennent de la France entière, où il y a des dizaines de collaborateurs qui vont trier, qui vont sélectionner, etc. pour tout bien orchestrer, mais il y a une sorte de joyeux bazar. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. On voulait aussi un nom évidemment court pour qu'il soit plus mémorisable. On voulait un nom potentiellement qui puisse s'exporter à l'international. Alors c'est pas, on va pas le faire demain parce qu'on a encore plein de choses à faire en France aujourd'hui, mais potentiellement en fait, on se disait le jour où on voudra aller à l'international, c'est pas ce jour-là où il faut se réveiller pour changer de nom. Si tu veux, il faut anticiper la chose. Et donc voilà. Donc on a changé de nom juste au moment de la rentrée. Ouais. On a choisi un moment où il y avait où les parents avaient besoin justement de rhabiller leurs enfants, ou alors ils allaient venir plus facilement sur leur site pour bien communiquer, bien véhiculer ce nom, expliquer ce changement et voilà, et dévoiler toute notre nouvelle identité. Et globalement, ça a été plutôt très bien reçu. Donc on est super contents. Tant mieux, que ça a été bien accueilli par vos clients et clientes fidèles, et puis par les nouvelles recrues. Quelles sont les problématiques un petit peu relatives à la mode pour enfants qui sont spécifiques à cette mode-là, si on devait résumer ? Le truc avec les enfants, c'est que les garde-robes, les dressings se renouvellent, si tu veux, tous les mois au début, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Donc il y a vraiment un renouvellement, mais très vite, très fort. Je confirme. Voilà, c'est ça. Donc on doit racheter très très souvent. Donc on encaisse aussi terriblement chez soi. Donc ça devient ça revient vite aussi cher. C'est pour ça qu'on a aussi créé Smala. Donc je dirais c'est ce renouvellement permanent pour les enfants. On a envie qu'ils soient bien habillés, mais on n'a pas envie d'y mettre des fortunes parce que ça coûte cher, parce que c'est un peu ridicule d'acheter en tout cas pas ridicule, mais un peu de bon sens quant aux dépenses justement sur cette catégorie. Surtout dans le contexte actuel où c'est encore moins évident. Bien sûr. Exactement. Donc c'est le renouvellement. Je crois que la première année, j'avais vu une étude. Tu vois, la première année de vie d'un enfant, je crois que c'est à peu près 100 pièces consommées. Mais en fait, tu vois, tu fais vite ça paraît pas calcul déconnant, quand t'as 10 body, 4 piges au départ, je sais pas, des combis, un pilote, des bonnets, des chaussons. Enfin, tu vois, ça va très très vite. Ouais. Et effectivement, ça grandit très vite. Exactement. Et est-ce que donc Smala, c'est de la seconde main pour enfants, mais je me demandais, est-ce que le neuf responsable, on va garder quand même un petit peu d'engagement, mais est-ce que le neuf de mode responsable pour enfants a encore sa place selon toi aujourd'hui ? Nous, si tu veux, chez Smala, on n'est pas des alatoyas de... Tu
tu vois, du zéro déchet, de la seconde main, etc. On se dit en fait que chaque petit pas, c'est déjà énorme. Donc chacun fait comme il peut, comme il veut aussi. Nous, on travaille beaucoup avec les marques, si tu veux, et on est assez partenaire des marques. Pour moi, en fait, le neuf, il a sa place. Il a toute sa place puisque les marques, elles sont là pour créer, elles sont là pour innover, elles sont là pour voilà, c'est définir les tendances, etc. Mais il a sa place dans la mesure où il fait des vêtements de qualité. Si tu veux, pour moi, la place des marques de textiles enfants responsables ou même pas responsables, hein, mais pour moi, c'est avant tout les en sorte marques, que ça dure. Que ça dure, exactement. Elles ont vraiment un gros enjeu sur la durabilité. Et puis nous, en fait, plus les marques feront des vêtements qui durent, plus on pourra les transmettre, tu vois. Et c'est un cercle assez vertueux. Donc pour moi, la place des marques, elle est vraiment sur la création de vêtements, mais la création de vêtements durables et qualitatifs. Et c'est possible ça dans la mode aussi pour enfants, parce qu'on entend souvent, j'en suis pas encore là, mais on entend souvent les parents dire bah oui, mais ces pantalons ils sont troués, ils sont tachés, enfin parce que un enfant évidemment ça vit, ça bouge, ça joue. C'est quand même possible de faire du durable pour des enfants. Attends, nous tu vois, on reçoit on prend 300 marques de vêtements. Je t'assure qu'il y a une différence de fou entre les marques de qualité, tu vois, il y a des marques dont je tairai le nom, mais qui sont extrêmement qualitatives, dont tu peux vraiment les passer de génération en génération, et c'est aussi des marques, mais c'est la qualité du vêtement, mais c'est aussi parfois des modèles plus intemporels. Tu vois, donc voilà, c'était globalement un vêtement, ces vêtements-là, ils sont pas démodés en 3 ans, 5 ans, voilà. Donc ça, oui. Et puis t'as des marques où c'est bon, clairement, la qualité n'est pas là, mais tu vois, pour en discuter beaucoup avec des marques pas forcément ultra qualitatives aujourd'hui, elles ont vraiment à cœur d'améliorer cette qualité. Alors après, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? T'as aussi le prix, puisque t'améliores la qualité, bah forcément, ça coûte plus cher. Est-ce que le consommateur va est-ce que les consommateurs vont acheter plus quali, un peu plus cher? Comment ça va se passer? Ça j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis persuadée, tu vois, dans tout ce qu'on reçoit, franchement, il y a nos top marques qualité chouchoute, je dirais, qui, elles, tu vois que ça bouge pas. Enfin, ça ne bouge pas. Oui, parce qu'en plus, on les lave hyper souvent, les vêtements pour enfants. Ouais. Donc, tu les laves super souvent. Après, les trous, un trou, en effet... Bon, ça sera commode aussi. Il faut apprendre à s'accommoder, voilà, avoir ce réflexe-là. Et alors, très pratico-pratique, comment fonctionne Smala? Parce que c'est vrai que la seconde main, c'est pas encore un réflexe pour tout le monde. En plus, c'est en ligne. Donc, peut-être si tu peux dégrossir un peu et nous expliquer le fonctionnement de Smala. Ouais. Alors nous, tout commence, si tu veux, par les parents. Donc, il y a les marques aussi. On travaille avec les marques, mais on va peut-être se focaliser davantage sur les parents. Les parents, tu vois, qui ont des armoires pleines, des caisses pleines chez eux et qui ont envie de se débarrasser. C'est marrant, c'est un terme qui est très utilisé d'ailleurs pour les parents quand on les interroge, qui ont envie de se débarrasser des vêtements de leurs enfants parce que ça prend de la place s'ils grandissent, etc. À ce moment-là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment simplifier la vie des parents. Et on va tout faire pour eux. Donc les parents soit vont sur smala.com, soit à ce moment-là ils téléchargent leur bordereau, donc c'est gratuit pour eux et ils nous envoient les vêtements qui correspondent à notre charte qualité. Soit ils demandent le passage d'une de nos ambassadrices. On a à peu près 25 ambassadrices dans toute la France qui vont chez les parents directement sélectionner les articles. Tout ça arrive chez nous. Et là, il y a des dizaines de personnes qui vont d'abord trier ces vêtements, ensuite qui vont les repasser, les prendre en photo, les mettre en ligne, les cintrer, les mettre dans le stock, tu vois. Donc on fait vraiment tout. À ce moment-là, nous on va créditer pour les parents une cagnotte qui va être qui est du montant de tous ces articles. Et puis cette cagnotte, les parents vont avoir le choix soit de l'utiliser en tout ou partie sur Smala pour habiller leurs enfants, soit de faire un transfert vers leur compte bancaire. Okay. Et après, côté acheteur, on va retrouver sur smala.com. Donc,
sur un seul site, en fait, aujourd'hui, il y a 90 000 pièces certifiées dans leur qualité, c'est-à-dire que on est vraiment tiers de confiance aussi pour les parents, il n'y a pas de mauvaise surprise, et qui vont pouvoir faire leur shopping, je dirais, comme sur un site, la même simplicité qu'un site de neuf, c'est-à-dire des vêtements qualitatifs, tu peux en prendre autant que tu en veux, tu n'auras qu'un seul colis, qu'un seul acte d'achat, donc c'est assez rapide en fait, tu vois, parce que dans la seconde main, t'as aussi ça, c'est d'aller chiner à droite à Paris une pièce, à Mulhouse une autre pièce, etc. Tu multiplies les frais de port, tu multiplies le transport, donc écologiquement c'est pas quand même dingo. Et ben en fait nous c'est voilà un seul site, un seul acte d'achat. T'as un SAV si jamais il y a un problème, tu peux te faire rembourser. Enfin, ça fonctionne comme du neuf, tu vois. T'as pas tous les aléas de négo, le produit, ça marche pas, je me suis fait avoir, il veut pas me rembourser, machin. Non, en fait, chez nous, nous, on est caution, on est garantie, voilà, c'est hyper simple. Ouais. Oui, c'était un peu ma prochaine question, de savoir quelles étaient vos garanties par rapport à Vinted, par exemple, ou Le Bon Coin. Mais finalement, tu as répondu. C'est cette simplicité et d'être sûr de la qualité du vêtement qu'on achète, quoi. Voilà, c'est toujours dans l'idée de que la seconde main puisse devenir un réflexe. Il faut que ce soit simple et qualitatif. Et puis t'as aussi un attrait prix. Enfin, tu vois, nous on va entre moins 50 et moins 80% du neuf. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je me demandais, c'est une question qui me vient à l'esprit, mais entre le moment où vous avez commencé en 2016 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence dans la qualité des vêtements que vous recevez? Alors la quantité, j'imagine, mais aussi parce que vous êtes développé et vous êtes plus connu, donc je pense que c'est aussi lié. Mais est-ce que tu as noté des différences, que ce soit dans la qualité ou dans autre chose? En fait, ce dont je m'aperçois quand même, c'est que les parents, ils veulent de moins en moins stocker. Je pense qu'on apprend aussi de nos erreurs, c'est-à-dire, tu sais, il y a toute une époque où les parents, ils stockaient, et puis en se disant, je vais repasser à un tel, ou je vais garder pour mes enfants quand ils auront des enfants, sauf qu'en fait, ces vêtements, ils sont jamais reportés parce que, globalement, 20 ans plus tard, alors il y a un petit côté sympa du vintage, mais tu vois, ça marche pas. Donc et il faut bien les conserver aussi. Ouais, les parce logements que parfois, sont plus petits, tu vois, les logements sont plus petits, etc. Donc je pense que les gens ont vraiment pris l'habitude de faire le tri dans leur placard pour se dire en fait il faut que ça serve. Et il y a vraiment un truc, non mais attends, c'est pas possible, il faut que ça serve à d'autres, voilà. Donc on observe évidemment sur la quantité, mais sur la qualité aussi, puisqu'en fait les vêtements ça arrive finalement plus vite chez nous. Donc sont un peu plus peut-être plus actuels. On n'attend pas forcément le dernier enfant pour se libérer d'une partie du dressing. Donc je dirais que c'est plus actuel en tout cas et peut-être un peu moins porté qu'au début justement. Ouais. Il y a pas plus de fast fashion peut-être, même si 2016 c'était il y a pas si longtemps que ça, mais est-ce que vous avez plus de vêtements Zara, H&M ou ça n'a pas tellement bougé dans la répartition des marques que vous recevez? Non, en fait non, ça a pas tellement bougé. Après nous par exemple, il y a les marques trop fast fashion, on les reprend pas parce qu'en fait, il y a deux choses. Un, la qualité est pas forcément là. Donc on a du mal à les avoir, à obtenir une qualité en seconde main qui soit correcte et la deuxième chose, c'est la valeur en fait. Si tu veux, dans des marques ultra fast fashion, tu vas acheter un t-shirt 2 €. Nous, avec tout le traitement qui est ici, entre faire revenir l'article, le trier, le repasser, le prendre en photo, etc. Et on arriverait, si tu veux, on arriverait au prix du neuf, voire plus, tu vois. Donc on peut pas prendre ces articles trop fast fashion. Ouais. Ouais, mais ça je comprends et c'est une super remarque parce que c'est vrai que ça me fait toujours beaucoup sourire quand je vois les marques de fast fashion, d'ultra fast fashion qui se lancent sur le marché de la seconde main. Je suis toujours très étonnée parce que quand on vend un t-shirt 2-3 €, je vois pas très bien comment on peut ensuite le revendre derrière en seconde main. Ça paraît un peu utopique quoi. Enfin, oui. Ouais, je sais pas. Écoute, en tout cas, c'est une bonne remarque. Tu as bien fait de le préciser. Voilà. Moi, j'ai déjà évidemment commandé sur le site pour ma fille, alors qui est toute petite encore, mais j'ai déjà, je l'habille énormément en seconde main parce que oui, ça grandit très très vite et ça me paraît un peu plus écologique et économique, comme tu le disais. Et donc sur mon compte, c'est écrit. Alors, ça a dû bouger depuis. J'ai certainement recommandé, mais c'était écrit quand j'ai préparé les questions que j'avais économisé 3,3 tonnes d'eau. Et je me demandais comment vous calculiez un petit peu ces économies.
Donc ces économies, en fait, on les a calculées au moment où déjà Smala est passé entreprise à mission. C'était un de nos engagements. On les a calculées avec. Alors c'est pas tout seul qu'on a fait ça. On a travaillé avec l'ADEME. L'ADEME qui est un organisme qui nous a permis en fait de calculer. Alors c'est quand même suffisamment précis. On peut pas prendre tout en compte parce qu'on ne sait pas forcément d'où viennent les produits, la fabrication, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ça définit en fonction essentiellement de la matière les économies d'eau et de CO2 faites par finalement quand on ne reproduit pas cet article, si tu veux. Il est déjà produit, tu le réutilises, donc voilà, tu ne fais pas reproduire un article. Donc voilà, donc on a travaillé avec l'ADEME sur ce sujet. Ok. Et alors, pourquoi avoir décidé de les afficher, ces chiffres? Est-ce que c'est un peu juste pour donner bonne conscience aux clientes et clients ou ça permet vraiment une prise de conscience plus générale? Parce que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour nous, chez Smala, on est convaincus que, tu vois, c'est la multiplication de tous ces petits pas, en fait, qui font changer les choses. Et que pour faire des pas, c'est aussi important de te rendre compte, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, tu vois, 3,3 tonnes d'eau, c'est quand même pas anodin. Donc pour nous, c'était vraiment pour une prise de conscience assez personnelle de chaque consommateur. Voilà, chacun fait ce qu'il en veut, l'interprète comme il veut, voilà. Mais c'était quelque chose, une preuve très concrète en fait de leur acte d'achat. Et pour certains même, tu vois, il y a plein de gens qui savent pas forcément que l'industrie textile est aussi polluante, donc c'est aussi hyper gratifiant, je trouve, pour le consommateur de se dire franchement, voilà, j'ai acheté un body, j'ai tant de tonnes d'eau économisées. Je trouve ça assez encourageant et c'est pour encourager tous nos clients. Ok, ouais. Et tiens, c'est une question peut-être que j'ai oublié de te poser un petit peu plus tôt quand on parlait justement des prix de fast fashion notamment, que c'était un petit peu compliqué de faire de la seconde main quand on vend si peu cher, mais donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent aussi que la seconde main est devenue très chère. Et donc, pour bien comprendre, votre stratégie prix, comment vous les définissez? Et surtout, il y a combien de personnes qui permettent de revendre le produit? Alors, je sais pas si ma question est très claire, mais pour justifier un petit peu le prix aussi des vêtements seconde main, que c'est pas juste de la revente comme ça très basique, qu'il y a quand même pas mal de gens derrière qui vérifient la qualité, ce genre de choses. Donc peut-être pour nous expliquer votre stratégie prix. En fait, c'est ça. C'est que nous aussi, on a la réflexion, mais il faut savoir qu'à travers, tu vois, quand t'achètes un body chez Smala, ce body, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a été d'abord envoyé. On paye le frais d'envoi. Ensuite, il y a une personne qui a vérifié minutieusement que le body, il était nickel, il n'y avait pas de taches, il n'était pas jauni, etc. Ensuite, il a été repassé. Ensuite, il a été pris en photo. Ensuite, il a été mis en ligne. Ensuite, il a été cintré. Ensuite, il a été stocké. Ensuite, il est sorti de son stock. Il a été empaqueté. Tu vois, toutes ces étapes. Et en fait, la spécificité de la seconde main, c'est que chaque produit est unique. Donc, en fait, ces étapes, pour chaque produit, tu les répètes. Tu vois, tu lances pas une machine pour fabriquer. Non, en fait, tu vas répéter ces étapes pour chaque produit. Donc, il y a un savoir-faire, il y a une vraie humain, parce qu'on n'utilise pas des machines ici. Donc, il y a vraiment, faut savoir toute la manipulation de ce produit, même si évidemment, tu vois, l'enjeu, c'est évidemment d'accélérer encore les manips, mais tu as quelque chose d'incompressible puisque chaque produit est unique. Alors après, sur les prix, en fait, nous, on a notre base de prix neuf, c'est-à-dire concrètement, on a réussi à étudier chaque produit, à donner automatiquement un prix à chaque produit, tu vois, c'est-à-dire qu'on a une énorme base de données, en fait, de prix neuf en fonction des marques, de la typologie de produit, de la taille, etc. Et ensuite, on va le décoter en fonction de l'état, en fonction de l'offre et de la demande, voilà. Donc ça va être décoté sur ces deux leviers-là, et globalement, on arrive entre, je dis, allez, ça dépend, mais moins 50, moins 80% des prix neufs.
Ok, ouais, c'est ce que tu disais. Non, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est important de le rappeler aussi parce que parfois on se dit ah tiens, je trouve ça cher pour un body de seconde main, mais finalement il y a quand même pas mal d'étapes derrière. C'est pas simplement j'envoie le produit puis je le revends. Donc non, c'est intéressant. Et alors tu l'as très rapidement dit, vous êtes une entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Enfin, voilà. Ouais. Alors, une entreprise à mission, en fait, c'est pour nous un choix d'aller au-delà, en fait, de notre métier, d'acheter des produits, de les reconditionner entre guillemets, et puis de les revendre. En fait, on voulait aller au-delà en se fixant et en affichant des engagements très clairs sur que ce soit des engagements environnementaux, sociétaux. Voilà, donc aujourd'hui, on a différents engagements, celui d'éduquer nos communautés sur le fait de consommer de seconde main, celui de faire qu'on produise moins et mieux, celui de réutiliser en sensibilisant sur justement cette circularité, celui de pouvoir habiller tout le monde, tu vois, chez Smala. Aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disent tous les jours, je peux pas m'offrir telle et telle marque en neuf, et chez vous, je peux me l'offrir. C'est un moyen pour moi de pouvoir habiller mes enfants avec telle marque, avec des produits de super qualité. Et puis on a aussi l'engagement de donner des vêtements à des enfants qui en sont dans le besoin, et on donne aussi des dons plutôt financiers à travers différentes actions qu'on a tout au long de l'année à des associations. Ok. Et j'avais vu que vous souteniez notamment l'association La Maison de Marthe et Marie, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être? Alors on soutient différentes assos. En fait, la Maison de Marthe et Marie, c'est des colocs en France qui vont accueillir des femmes en situation de précarité, enceintes plutôt le dernier trimestre, fin de grossesse, et la première année de vie de leur enfant. C'est des femmes qui sont généralement seules, assez jeunes, qui ont été soit qui sont plus accueillis dans leur famille, les situations sont diverses, et nous donc on va les soutenir avec par différents moyens. Ça va être pour des bébés, leurs bébés qui arrivent, ça va être des coffrets régulièrement pour habiller leur bébé, ça va être des dons financiers. On a fait quelques dressings solidaires avec Alison, la fondatrice d'une marque qui s'appelle Tagine Banane, avec Clémentine qui anime un podcast sur la maternité qui s'appelle Bliss. Donc c'est des moyens pour nous de ne pas donner que des vêtements, parce qu'elles ont aussi besoin d'acheter tout le matériel d'un appartement, voilà. Et en fait cette asso, elle s'engage après, elles aident les femmes aussi après à se reloger avec leur bébé, à travailler, à trouver un système de garde, parce que concrètement, tu vois, quand t'es toute seule à 20 ans, que t'as ton bébé, t'as pas d'appart, tu dois trouver un job, c'est pas évident, t'as pas de système de garde, donc c'est un peu le mauvais cercle. Donc elles essayent de que ces femmes retrouvent une situation plus stable, en tout cas, avec leur bébé. Ouais, c'est chouette. Et ça faisait partie vraiment de l'ADN dès le départ. Vous l'aviez pensé comme ça, Smala, quand vous l'avez créé? Ouais. Moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. En fait, je le dis toujours. Tu vois, notre métier, déjà, c'est l'essence même. La seconde main, c'est, on fait tout ce qu'on peut pour l'environnement, mais c'est notre métier. Mais il faut aller au-delà. Moi, le côté d'apporter notre aide à des enfants, à des femmes, c'est vraiment quelque chose depuis le début qui nous tient à cœur. Ça c'est clair. Okay. C'est bien, c'est chouette. C'est un très beau projet en tout cas. Alors ma prochaine question va être un peu longue parce que je vais citer une étude, mais c'est sur la question du genre et du sexisme dans la mode enfantine.
Récemment, une chercheuse allemande a démontré que les shorts des petites filles sont en moyenne 6 cm plus courts que ceux des garçons et aussi plus ajustés. Il y a aussi les couleurs, la différence entre le rose et le bleu. Moi, je l'ai beaucoup vu, je découvre un peu ce monde-là et je trouve que c'est encore très, très genré. Les vêtements, même pour bébés, ce qui m'étonne toujours énormément. Et je lisais aussi que selon un sondage, un quart des petites filles entre 7 et 10 ans affirment ne pas agir librement à cause des propos sexistes et 72% d'entre elles se sentent obligées de se préoccuper de leur apparence. Pour des petites filles entre 7 et 10 ans, moi ça m'a un peu choquée, j'avoue, ce chiffre. Qu'est-ce que tu en penses et surtout comment vous abordez cette question chez Smala? Est-ce que vous recevez des vêtements très genrés? Comment vous abordez la question du genre chez Smala? Oui, alors bien évidemment, en fait, nous on est le reflet clairement, on est le reflet de la mode du neuf, c'est-à-dire dans tous les vêtements qu'on reçoit. Donc oui, on reçoit des vêtements très genrés et je ne vais pas donner forcément d'opinion là-dessus. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'avoir sur notre site une catégorie filles, une catégorie garçons, une catégorie mixte. Et tu vois, on a beaucoup de retours sur votre catégorie mixte, c'est génial. Donc c'est plutôt très bien accueilli. Donc je pense qu'il y a une vraie demande. Mais tu vois, ce qu'on observe par contre, c'est que les gens rentrent quand même par filles ou garçons en priorité. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Donc après, je pense que tu vois, 72% là, tu disais, elles sont obligées de se préoccuper de leur apparence. Je pense que tu vois, même les garçons à un certain âge, je sais pas, tu vois, ils se préoccupent aussi, de leur apparence. Je sais pas quel est le rôle de la mode. Je pense que c'est tellement général et un sujet très large. Voilà, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est. Oui, c'est une problématique beaucoup plus générale, mais ça m'intéressait de savoir, toi. Voilà, en tout cas, nous, il y a cette catégorie mixte, qu'on essaie de faire vivre au maximum. Et dans nos shootings, tu vois, photos, on essaie. Alors bien sûr, je vais pas dire qu'on met jamais une petite fille en jupe, mais on essaie d'avoir un peu plus de vêtements mixtes, d'avoir des pièces qui initialement, elles étaient prises pour un garçon, on les met sur une petite fille, et le contraire, tu vois, d'essayer de montrer tout ça au maximum. Oui, parce que c'est vrai que ça conditionne quand même énormément. Je me dis, pour le vivre, quand je suis rentrée dans un magasin, alors d'une marque peu importe, je vais pas la citer parce que la problématique est la même dans toutes les marques, mais de voir dans la catégorie filles que du rose pratiquement, et dans la catégorie garçon que du bleu, moi ça m'a un peu marqué. Je me suis dit des bébés, c'est-à-dire que moi ma fille a 5 semaines là au moment où on se parle, c'est quand même on les met très rapidement dans une catégorie, donc et tu vois, et après est-ce que on les met dans une catégorie et je veux dire, c'est vrai que on participe aussi à ça. Je pense qu'en tant que, tu vois, on finit par, alors pas tous les parents, mais on finit en effet par acheter du rose pour nos filles et du bleu pour les garçons. Mais je dis pas qu'il faut jamais en acheter, évidemment. Bien sûr qu'on a le droit d'acheter du rose pour sa fille et du bleu pour son garçon, mais on peut aussi acheter du bleu pour sa fille et du rose pour son garçon, quoi. Exactement. C'est là, je sais. Et toi, c'est des questions que tu abordes avec tes enfants ou? Alors moi, j'essaie, alors en dehors de toute la mode, parce que tu vois, mes filles, tu vois, moi, pour le coup, j'aime beaucoup les petites filles en pantalon, en salopette, donc je me bats pour qu'elles mettent des pantalons et des salopettes, elles ne veulent mettre que des robes. Mais tu vois, l'autre jour, ça m'a fait plaisir, tu vois, je suis rentrée, bref, c'est complètement personnel, mais je me suis dit, je suis contente de ce qu'il a fait. Tu vois, je vais chercher mes enfants à la garderie à l'école, c'était la fin, donc ils jouent dans la récré. Et je voyais ma fille qui était avec son frère et tous les copains de son frère, donc son grand frère, et qui était en train de jouer au foot dans l'école. Et tu vois, elle me racontait, donc j'étais hyper étonnée, je dis waouh, Pénélope qui joue au foot et tout, j'étais hyper tu vois, et je la voyais hyper heureuse en plus. Et elle me dit c'est Auguste qui me voyait toute seule, qui m'a dit viens, on va jouer au foot, et je me suis dit c'est génial, tu vois, j'étais assez fière en tant que mère, mais c'est trop bien. Je trouve que ça passe par ça aussi, c'est-à-dire que oui, tu vois, une petite fille elle peut jouer au foot, un petit garçon et
je trouve que c'est peut jouer à la Barbie, au-delà des enfin, codes voilà. de la mode, si tu veux. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai que là, la question, elle c'était sur les vêtements, mais ça va au-delà, parce qu'on l'a démontré d'ailleurs dans les cours de récréation, qui sont beaucoup occupés, justement par ces jeux de ballon par les garçons et les filles qui sont un peu dans un coin. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Donc ça passe aussi par les nouvelles générations qui vont petit à petit transformer tout ça. On l'espère en tout cas. Ouais. Et alors, on arrive à la dernière question, un rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées en conclusion. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, écoute, je vais être honnête. Je n'ai pas de modèle. Et en effet, je n'ai pas de modèle parce qu'en fait, je crois que dans l'idée de modèle, il y a un truc qu'on a envie ou qu'on a un peu envie de copier. Et je suis pas hyper à l'aise avec cette idée. En revanche, je suis assez admirative justement des personnes qui font rien comme tout, enfin tu vois, qui font des choses très différentes, qui fait des choses très différentes. Donc tu vois là, j'étais hyper marquée, mais comme tout le monde, par le fondateur de Patagonia, tu vois, qui a finalement donné son entreprise. Après, dans un autre, donc là il y a un côté je trouve c'est un geste hyper fort. Après, il va y avoir des entrepreneuses qui vont me marquer parce qu'elles décident de créer des nouveaux modèles. Dis donc là, voilà. Mais alors oui, tu vois, c'est pas forcément. Je pense à une personne, elle crée pas forcément une mode responsable et encore c'est Bicorp depuis quelques années, mais je trouve qu'elle a toujours fait différent. Tu vois, c'est une Morgane Césalory finalement, et c'est un truc. Qui a créé Cézanne. Ouais, voilà. Et en fait, elle a créé. Alors tout le monde essaie d'imiter maintenant, mais elle a créé et elle fait toujours. C'est toujours différent, c'est toujours nouveau. Et voilà, je trouve ça très fort. Voilà, il y a la fondatrice d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Patine. Je sais pas si tu vois Charlotte Dereux, bien sûr. Tu vois, je la suis pas mal. Je la connais pas personnellement, mais pareil, tu vois, je trouve que c'est des personnes qui font différemment. Et ça, je suis hyper admirative de ça. Ouais. Écoute, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Chloé, merci de m'avoir invitée. Merci à Aude d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.